Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour faire la dernière partie de grosse vidéo des suggestions de lecture. Salut, petit message de la moi du futur. Je m'étais rendu compte quand j'ai commencé à préparer le montage qu'il me manquait un manga. Ouais, justement celui que je lis dans les mois. Donc j'avais constaté que, bon, j'avais mes plans avec les différents mangas que je voulais vous parler. Et j'ai réalisé que j'ai pas vraiment de début. Genre, on va commencer par les shoujo, après ça, vous comprenez un peu le principe. Donc, je vais... C'est quoi le mot déjà? Je vais réparer mon erreur, voilà. Bon, on va commencer avec les shoujo. J'en ai quelques-uns. Ensuite, les shonen et finalement les seinen. Et la petite surprise à la fin. Vous comprendrez plus tard. Voilà, la surprise, ça explique pourquoi il y a littéralement un point d'interrogation sur la miniature de la vidéo. Bon, on verra plus tard pour ce détail. Je vais vous parler de ce manga. C'est I Love You. C'est bien ce que je pensais. C'est probablement le premier dont j'avais parlé et probablement que la vidéo ne s'était pas enregistrée. Je me demande pourquoi d'ailleurs. Attends, j'ai pas pu la retrouver nulle part, soit sur mon ordi ou mon téléphone, ce qui est bien triste en fait. Je sais aussi que je vous montrais les pages couverture. C'est le début. Et le dessin à l'intérieur. On replace ça. Donc, c'est I Love You de Kanae Izuki de PK Edition. J'en ai plusieurs d'ailleurs de PK Edition. J'ai quelque chose là. On a un magnifique dessin de la fille ici. Et en arrière, nous avons ça. Trop chou, me direz-vous. Ok, je vais vous lire l'endo. Mei, lycéenne, n'a jamais eu d'amis ni de copains en 16 ans d'existence. Un jour, elle blesse involontairement le beau gosse du lycée Yamato, mais curieusement, celui-ci ne semble pas lui en vouloir et paraît surtout intrigué par cette étrange jeune fille. Il cherche même à tisser des liens d'amitié avec elle par tous les moyens. Lorsque Mei est suivie par un stalker, Yamato vient à son secours et l'embrasse. Le début d'une relation entre deux êtres que tout oppose. C'est pas mal ça. C'est un manga que pas vraiment le manga, c'est plus l'anime que Catherine m'a recommandé. Et j'ai décidé de... j'imagine de poursuivre avec le manga. Malheureusement, j'ai juste le premier tome. Pour commencer le début, quoi. Mais maintenant, je sais pas. Est-ce que je vais poursuivre après l'anime? On verra. Parce que j'ai quand même beaucoup de choses à lire en ce moment. Bon. Pas grand-chose à dire de plus. C'est... un petit shoujo classique, que c'est un gars et une fille qui se rencontrent à l'école et ils font des choses ensemble et ils finissent par devenir un couple. C'est pas plus compliqué que ça. Et c'est quand même assez cute, ceux-là. Bon, c'est sûr qu'il n'y a pas vraiment autant d'action que dans Blue Spring Ride ou encore Fruit Basket. Que vous verrez, que je vais vous raconter, je vais vous expliquer c'est quoi l'histoire plus tard. Donc, oui, c'est une belle petite histoire d'amour que je vous recommande si vous êtes, tout comme moi, fan de romance. C'est évidemment, comme je l'ai expliqué dans l'autre vidéo, j'ai vraiment des exceptions pour le romantisme, parce que le réalisme, parce que ça, on s'entend que c'est un peu du réalisme romantique. Je l'ai juste pas mis dans la section avant, parce que, désolé pour le bruit. Parce que techniquement, c'est un manga et la section de la vidéo s'appelle quand même les bandes dessinées. Okay. Ouais, comme je dis, j'ai pas mal des exceptions. Pas mal la romance ici, un peu le truc qui va pas mal m'intéresser. Mais bon, c'est pas mal juste ça. Mais c'est vrai que, par exemple, Blue Spring Ride, comme que je vais le dire... comme le mois du passé va le dire, que c'est un de mes préférés. Il est même plus haut que c'est I Love You. Mais
c'est une belle histoire. Je vous conseille de commencer l'anime avant de commencer le manga. Ou vous pouvez commencer le manga si vous préférez lire que plutôt regarder les animes, c'est comme vous voulez. Bon, ben c'est pas mal tout, j'ai pas trop d'autres choses à dire. Je vous laisse avec le mois du passé. Ciao! On enchaîne ensuite avec un de mes shoujo préférés, Blue Spring Ride, aussi recommandé par Catherine. Et vraiment, Catherine, si tu m'avais pas présenté cet anime-là, je sais pas où je serais aujourd'hui. Sérieusement, j'adore. Donc, Blue Spring Ride, en japonais, c'est Aono Haru Ride, parce que Haru, c'est printemps en japonais, d'où le nom de ma chaîne. Et c'est écrit par Io Sakisaka. Donc, l'image, c'est comme ça. Donc, on voit le personnage principal dessus. Sur le 2, c'est le gars. Parce qu'évidemment, dans les shoujo, c'est soit un gars ou une fille. Ouais. Sinon, lui, je sais qu'il y a 12 tomes. Je vais vous montrer l'endos. Voilà. Ça, c'est le gars. Je sais qu'il y a 12 tomes parce que j'ai eu les 12 pour Noël. Donc oui, pour vous dire à quel point j'adore cette histoire-là. Donc, je vous lis ça. Et si nous prenons un nouveau départ? Futaba s'est transformée à son entrée au lycée. Futaba, c'est la fille. Douce et féminine au collège, elle est devenue plus énergique et garçon manqué dans l'espoir de se faire des amis. Mais ses nouvelles amitiés sont artificielles et Futaba va bientôt remarquer les limites de son changement de personnalité. Ah, tiens, elle parle pas du gars. Bizarre. Donc, en gros, qu'est-ce que je veux dire par il parle pas du gars? C'est tout simplement le gars et elle, Futaba, ils s'étaient rencontrés au collège. Donc, à peu près secondaire 1 et 2. Ou 3, parce qu'il me semble qu'ils ont 6 années de lycée. Donc, voilà, ils se rencontrent au collège et il était supposé avoir un rendez-vous. Mais finalement, le gars, il est pas venu pour des raisons qu'elle a jamais su. Donc, elle le retrouve au lycée et comme « Ah tiens, t'es revenu, t'étais passé où? » Ça commence par ça. Et l'histoire en tant que telle, c'est... c'est les deux qui se retrouvent dans la même classe et ils se proposent pour être les nouveaux délégués de la classe. Et il y a d'autres personnages qui viennent rejoindre leur petit groupe. Et c'est comme ça que leur groupe d'amis se forme, en fait. C'est aussi une histoire qui se passe à l'école. Et qu'est-ce qui est intéressant aussi de voir dans ces mangas qui parlent des écoles, justement, c'est qu'on voit les coutumes dans les écoles japonaises. Comme par exemple, oui, ils ont des casiers, justement. Mais, comment vous expliquer ça? Quand tu rentres, la première chose que tu vois, c'est des casiers à souliers. Pourquoi des casiers à souliers? Parce qu'il y a la même tradition que quand tu rentres chez quelqu'un, t'enlèves ses souliers. À l'école, c'est pareil. Donc, quand t'arrives, tu mets tes souliers de dehors dans ton casier et tu prends tes souliers d'intérieur pour les cours. Je dois avouer que quand je me suis rendu compte de ça la première fois, j'ai vraiment trouvé ça intéressant. Ça montre quand même un côté vraiment différent de comment nous, les occidentaux, en fait, on va à l'école. En tout cas, nous autres. France, Canada, vous avez compris ce que je voulais dire. Et aussi, il y a une autre manie que j'ai vue. Parce que nous, clairement, quand on a une pause ou la pause du midi, on va à la cafétéria aller prendre notre truc, parce qu'on va s'asseoir à des tables à la cafétéria ou pour la pause, tu vois, soit en dedans, dans la place d'accueil au cégep ou directement à l'extérieur. Qu'est-ce qu'on faisait au secondaire? Ouais, on se conteste quand t'avais pas de cours, t'entendais. Et ensuite, tu vas à ton cours. C'est au primaire que t'étais obligé d'aller à l'extérieur, c'est vrai. Mais bon. Je trouve que ça fait un peu changement et ça nous permet d'apprendre plus sur les coutumes des Japonais au niveau des écoles. Donc, Blue Spring Ride, une histoire à ne pas rater. Au contraire, c'est juste tellement chou, ces deux-là. C'est un de mes couples préférés dans les mangas. Bon, prochain. Le prochain, et celui-là, je l'adore parce que
Le concept de enemy to lovers, donc tout simplement, si vous comprenez pas l'anglais, c'est des ennemis qui tombent amoureux. Donc ça, c'en est un, mais de manière réaliste. C'est Is the Beast de Saki Aki Aikawa, et c'est des éditions Soleil Manga. Et je les trouve genre assez cute, ces deux-là. Imari retourne dans sa province natale suite au mariage de sa mère. Dans sa nouvelle classe, elle tombe sur celui qui lui en faisait baver quand elle était petite, Ogami. Elle rentre alors chez elle débitée, mais le retrouve à nouveau chez elle. Le second mari de sa mère ne serait quand même pas le père d'Ogami. La même classe et la même maison que celui qu'elle déteste par-dessus tout. Ça ne va pas être une partie de plaisir. Donc en gros, c'est ça. Ça explique que quand elle était au primaire, elle se faisait intimider par ce gars-là. Donc j'imagine qu'elle est partie. Je sais pas pour quelle raison qu'elle est partie. Et elle revient dans la ville de Natal pour le mariage de sa mère. Quoique probablement, c'est quand que son père est encore avec eux, donc c'est pour ça qu'ils ont déménagé. Ensuite, elle retourne dans la ville où elle a fait son primaire et qu'elle est née, d'où le nom de Natal. Et elle le retrouve dans le même lycée qu'elle. Et en plus de ça, ça se trouve que c'est son demi-frère. Mais c'est pas impossible une romance entre un demi-frère et une demi-sœur. Bon, je dis romance parce que c'est un petit peu évident qu'il va y avoir une romance entre les deux, juste à voir la page couverture. Ben maintenant, les deux personnages que tu vois souvent sur la page couverture, c'est souvent eux qui vont finir ensemble. Et c'est encore un école et c'est un réaliste. Sinon, les petits dessins à l'intérieur sont quand même cute. Sinon, c'est la même chose, mais en noir et blanc. Donc, ouais, c'est assez cute quand lui, il réalise qu'il a des sentiments pour elle et tout leurs moments qui passent ensemble. C'est assez chou. C'est vrai que ça remonte à loin quand j'ai lu le premier tome. Mais sérieusement, si j'avais beaucoup d'argent, je sacherais tout à l'imaginaire pour connaître l'histoire. Quoique je trouve que c'est un peu dommage de pouvoir payer pour connaître une histoire. Surtout que je peux pas les trouver à la bibliothèque sur la plupart des mangas qui m'intéressent. Donc c'est un peu dommage. Et celui-là non plus n'a pas d'anime. Ce qui est franchement dommage parce que j'aurais clairement adoré les voir tout en anime. Bon, c'est ça pour Is the Beast. Allez lire ça, ça vaut la peine. Tout vaut la peine. Et je viens de me frapper avec le livre. Prochain, on arrive avec un que j'apprécie particulièrement et ce qui m'a fait aimer les sports, en fait. Ben, en fait, aimer un sport en particulier. J'ai nommé Waiting for Spring. Et le personnage qu'on voit ici, c'est le gars. Au cas où vous posez la question si c'est le personnage principal, non. Parce que le personnage principal des Shoujo, c'est les filles. Qui a une romance avec le gars qu'on découvre après. Et voici comment a l'air Lando. Donc c'est écrit par Anashin et c'est ici de Pika Edition. Ah, par contre, j'ai oublié de vous dire la maison d'édition pour Blue Spring Rise, c'est de Kana. Et je crois qu'il est à l'envers. Voilà. De Kana. Donc, c'est quoi l'histoire de Waiting for Spring? 4 beaux basketteurs pour dribbler avec son cœur. Donc, quand je vous ai parlé d'un sport, ça m'a un peu reconnecté avec le basketball. Quoi qu'il y a un autre manga qui parle de basket, qu'on a appelé Kureno Basket, mais c'est... Il n'y a pas assez de romance là-dedans, j'ai l'impression, pour que ça m'intéresse. Lui, c'est un merveilleux mélange entre la romance et le basket. Je vais vous expliquer pourquoi. Haruno a du mal à aller vers les autres, mais elle a décidé de prendre un nouveau départ en entrant au lycée. Malgré ses efforts, elle n'arrive pas à se faire des amis aussi vite qu'elle le voudrait. Mais par un concours de circonstances, les 4 plus beaux gosses les plus populaires du club de basketball vont se mettre à la fréquenter régulièrement. Donc, ça marche pas trop à essayer de se faire des amis. Donc, après sa journée à l'école, elle va à sa job, au petit café où elle travaille.
Et c'est à ce café-là qu'elle rencontre les 3 gars complètement par hasard. Et c'est à partir de ce moment-là qu'ils vont devenir amis et elle va aller à leur match et les encourager. Ça me fait penser que j'ai oublié de vous montrer l'intérieur de Blue Spring Ride. Bon, ouais, c'est pas si compliqué, c'est comme ça. Mais c'est un assez beau bleu, en fait. Et il y a rien. Quoique, les dessins ici sont vraiment jolis. Et ça, c'est juste la suite. Voilà, quoi. Ah! Bon. Sinon, l'intérieur de Waiting for Spring, c'est... Oh! Petite BD. Et ben... Qu'est-ce que nous avons en arrière? La même chose. Une petite BD. Et il y a aussi un fait quand même intéressant. Sa seule amie qu'elle avait au primaire, ben, elle le retrouve au lycée et c'est toute une surprise en fait. Vous verrez de qu'est-ce que je veux dire si vous le lisez, / regardez, parce qu'il y a des images, vous comprenez. C'est ça pour Waiting for Spring, c'est littéralement un autre de mes couples préférés avec elle et Asakura. Asakura, c'est le nom du gars. Son nom de famille, ouais, il me semble que c'est ça. Donc, c'est ça pour Waiting for Spring. Vraiment, allez lire ça si vous avez un intérêt pour le basket. Et la romance, évidemment. Donc ça, c'est vraiment bon. Allez lire ça. On enchaîne avec un autre shoujo qui se passe à l'école, Love Mission. Quoique la plupart des shoujo, ils se passent dans une école. Qu'est-ce que j'avais oublié de vous dire par rapport à Waiting for Spring, c'est qu'il n'y a pas d'anime. Contrairement à Say I Love You et Blue Spring Ride qui a un anime, lui, il n'y a pas d'anime. Donc, en quelque sorte, qu'il y a un anime. Et Love Mission non plus a pas d'anime. Que j'aimerais beaucoup. Ok. Ça peut paraître à confusion, car avec les petites écritures ici, qu'on pourrait penser que c'est en anglais, mais non, le manga est pas en anglais. Juste avec le synopsis derrière, c'est bien en français. C'est écrit par Emma Toyama et c'est aussi de Pika Édition. Ouais, comme il explique ici. Sens de lecture japonais. Je veux en savoir plus. Derrière le visage de Yukina Imuro, que les autres surnomment la glaciale, se trouve Yupina, une célèbre auteure de romans pour téléphone portable, mais faute d'expérience amoureuse, elle n'arrive pas à écrire sur les sentiments amoureux alors que c'est ce que les lecteurs attendent d'elle. Mais Yukina découvre les sombres petits secrets de Shigure, le garçon le plus populaire de l'école. Une série de missions mêlant amour et soumission s'engage alors. Bon, déjà, pour les personnes qui commencent pas mal à me connaître, vous devez avoir compris qu'est-ce que j'aime dans ce manga. De 1, la fille écrit un roman. Et de 2, elle expérimente l'amour pour la première fois avec ce gars-là. C'est quand même assez drôle, en fait, comment ils commencent à travailler ensemble, ces deux. Ben, lui, il est pas au courant qu'elle écrit un roman. En fait, personne ne l'est. À part son cousin. Si vous le lisez, vous allez voir qu'il y a quelque chose de bizarre avec son cousin. Qui sait, vous serez peut-être... Vous allez comprendre en le lisant. Et ce qui est assez cute, en fait, c'est que les deux finissent par tomber amoureux pour de vrai. Et quoique j'ai pas vraiment encore fini la série, je suis du genre au tome 9. Mais sérieux, j'ai vraiment adoré. J'ai trouvé ça drôle aussi. La fille qui est pas fraudeuse, qui se fiche pas mal de ce que les gens pensent d'elle. Elle a quand même un double fond, si je pourrais dire. En tout cas, elle a ses blessures du passé qu'elle essaie de réparer. Et lui, c'est assez chou en fait comment il veut l'aider à se remettre et tout ça. Ah, sinon l'intérieur ressemble à ça.
Ah, et vous, ce que j'ai trouvé. Sinon, pour Lando, ça a l'air de ça. Donc, c'est la même chose, sont en rose. Et ici, on nous montre est un tuto pour montrer comment on lit dans le sens japonais. Donc, ici, c'est le numéro 1, donc on lit ici. Ensuite, la 2. Où est la 2? Ah, la 2, elle est ici, en bas. Ici. Et ensuite, on a la 3. Mais comme je l'ai dit, je peux lire pas mal les bulles puis me dire dans ma tête, ok, c'est comme c'est ça qui est dit avant ça. Donc, ouais. Donc, c'est ça pour Love Mission. Je répète, il n'y a pas d'anime. Donc, mais c'est bon pareil. En même temps, toutes les shoujo que je vous présente, c'est mes shoujo préférés. Donc, et ceux que j'ai aussi, hein. Donc, c'est ça pour Love Mission. On passe au prochain. Pour le dernier manga de cette section, lui, c'est littéralement un de mes préférés, c'est sûr, mais il y a aussi un côté nostalgique parce que c'est ma soeur qui lisait. Et là, je me suis rendu compte qu'elle lisait ça. Et là, ben, en fait, j'avais quelques brins d'histoire dans ma mémoire, puis là, je me suis dit, ben tiens, je vais le lire, et finalement, j'ai adoré, c'est sûr. Celui-là a aussi un anime. En fait, il y a 2 animes. Il y a un premier anime qui est sorti en 2006, qui contient juste 26 épisodes et qui prend juste la moitié de l'histoire. Et il y a un deuxième anime qui est sorti récemment, voilà 2 ans, je pense. Et il a adapté tout le manga au complet. Et d'ailleurs, il a bientôt fini. Et franchement, cette série, je l'adore. C'est pas juste un shoujo qui se passe à l'école. Il y a une petite touche surnaturelle qui arrive et c'est juste tellement le fun. Donc, je vous lis les résumés de Fruit Basket. Toru, mignonne et courageuse lycéenne, vivait sous une tente dans les bois. Recueillie par ses talents en matière de travaux ménagers par la famille de Yuki Soma, un de ses camarades de classe, Toru vit maintenant entourée de garçons dans une grande maison. Mais ce qu'elle ignore, c'est que la famille Soma est victime d'une malédiction cachée. Certains de ses membres se transforment dans des circonstances particulières en un des 12 animaux du zodiaque chinois. Avec 12 ces étranges personnages, la nouvelle vie de Toru va lui réserver de nombreuses surprises et de nombreuses rencontres tout à fait fascinantes les unes que les autres. Il y a pas mal une grosse différence avec les autres shoujo que je vous ai présentés, surtout pour le côté surnaturel et la malédiction. Parce que techniquement, c'est juste une fille bien normale qui va à l'école. Mais raconte-toi des gens qui peuvent se transformer en animaux. Donc, je vous conseille vraiment de découvrir cette série, elle en vaut vraiment la peine. Et sinon, pour les animes, vous pouvez écouter la première série, après ça, aller avec la deuxième série. Vous allez... Ça va être pas pire pour bien saisir l'histoire. Mais par contre, il y a des scènes dans la première série qu'il n'y a pas dans la deuxième série. Je suis triste. Pour ceux qui ont vu l'anime, vous savez probablement de quelle scène je parle. La scène du pantalon avec Shigure. Oh, c'était-tu tellement drôle! Ok, il y a comme un cheveu qui est allé là. Bonjour le cheveu, oui. En tout cas, cette scène était vraiment drôle et j'étais vraiment déçue de ne pas la retrouver dans la deuxième série. Donc ça prouve que ben, cette scène-là est pas dans le manga. Et c'était quand même toute une idée de génie. Bon, c'est ça pour Fruit Basket. Il y a combien de tomes? Je pense qu'il y en a 21 ou 23. Ouais, c'est ça, il y en a 23. Et il y a aussi une autre série par la même auteure qui a été écrite. C'est Fruit Basket Another. Que c'est une toute autre histoire. Que j'ai pas lu en fait. Je sais pas. Peut-être qu'il faudrait que je m'y mette éventuellement. Bon. Et c'est de la maison d'édition de Delcourt. C'est quoi le dessin? Bon, c'est la même chose, sauf que c'est en noir et blanc.
Et mention spéciale pour les personnages. Ils sont juste tellement attachants, Yuki puis son cousin. Non, pas son cousin. Il faut pas que je me trompe, c'est pas son cousin. Bon, oui, techniquement, ils font toutes partie de la même famille, mais ils sont pas techniquement liés très proches par le sang, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, nous avons Yuki ici et Kyo là. Décidément, c'est les personnages au fond qui je pense qui souffrent le plus. Évidemment, toutes les 12 finissent par souffrir d'une certaine manière. Les 13 si je compte Kyo. Parce que Kyo, on explique au début que c'est la mère de Toru lui raconte une légende avec les 12 signes, puis que le chat qui voulait aller à la fête, mais il a été trompé par le rat. Donc, comme vous l'aurez compris, Kyo c'est le chat et Yuki c'est le rat. Donc, il entretient une espèce de rivalité entre les deux. Et non, c'est vraiment bon, j'ai adoré. Donc, allez lire ça ou écoutez ça. Donc, on passe à la prochaine catégorie. Bon, on embarque avec les shonen, avec... cette grosse pile. Bon, elle est pas mal grosse parce que mon anime préféré de tous les temps est parmi eux. Et il y a plusieurs hors-série, si je peux appeler ça même. On va garder ça pour la fin. Donc, on va commencer avec un manga. Donc, l'histoire me plaît particulièrement beaucoup. J'ai découvert ça en anime, toujours par Catherine, bien sûr. Y a un autre que Catherine m'a montré? Non, sinon, pour juste les histoires qui sont juste en manga, c'est moi tout seul qui les a découvertes comme une grande. Et Fruit Basket, c'est en quelque sorte pas ma soeur. Seven Deadly Sins, par contre, l'anime, c'est Catherine qui me l'a montré sur Netflix et j'ai totalement accroché avec l'histoire. Ça n'a pas de bon sens. Les personnages sont vraiment attachants et... Donc, quand l'anime s'est arrêté la première fois, ça m'a donné envie de lire le manga. En fait, non. J'ai attendu que la saison 2 sorte en anime avant de m'intéresser au manga. Et là, l'anime continue d'adapter le manga. Je sais pas trop combien il y a de tomes. Il y a beaucoup de tomes, en fait. Et qu'est-ce qui est génial, c'est que quand on voit ici l'image, en fait, si tu mets toutes les tomes de la série ensemble, ça fait une espèce de fresque. C'est vraiment beau. Donc, c'est ça. C'est les Seven Deadly Sins ou Nanatsu no Tenzai en japonais. Donc, ça, c'est l'image. Ah, nous avons un petit dessin du personnage de Meliodas ici. Qui est particulièrement beau aussi. Et c'est écrit par Nakaba Suzuki et c'est encore de Pika Édition. Oh, pour traduction, c'est les 7 péchés capitaux. Ah, ici, nous avons un petit dessin d'Elisabeth. Et un autre dessin ici. Ce qui est pas mal beau. Ouais, les dessins dans les mangas, c'est quand même quelque chose de quand même important. Donc, c'est ça. Donc, je vous lis le synopsis. Les Seven Deadly Sins, héros ou bandits? La princesse Elisabeth est prête à tout pour retrouver cette légendaire bande de mercenaires. Ce sont les seuls à pouvoir arracher le royaume de Britannia des mains des surprenants chevaliers sacrés. Donc c'est un peu inspiré du passé de l'Angleterre. Dans un côté un petit peu mystique. Donc quand il dit plusieurs fois dans les résumés dans l'anime, il disait... genre à une époque où que les créatures non humaines et humaines étaient encore ensemble. C'est principalement c'est ça qu'il dit dans l'anime. Donc, ça raconte avec Meliodas, un garçon à la force exceptionnelle va marquer le début d'une aventure riche en rebondissements où magie et combat sont au rendez-vous. Découvrez cette épopée chevaleresque dans la plus pure tradition de l'heroic fantasy, comme j'adore toujours. Et il y a un amour interdit dans cette série. Donc évidemment, j'ai clairement foncé dessus. Bon, quoique l'amour interdit, il vient un peu plus loin. Genre, peut-être saison 3 ou qui est amené. Par contre, je vous dis pas avec qui. Donc c'est qui que c'est. Sinon, lui,
C'est un peu la mascotte animale de chaque anime. Parce que, pour que vous n'aurez pas compris, dans chaque anime, il y a toujours un petit animal qui accompagne le groupe, que c'est comme un peu le mascotte. Mais, et ça, c'est la même chose avec ce cochon-là, et il s'appelle Hawk. Et il y a quand même une valeur sentimentale pour l'histoire. Il est pas là pour rien. Oh, c'est quand même une très jolie image ici. Ouais. Bon. Donc, comme vous pouvez vous douter, au titre, chaque personnage qui va être introduit va avoir un péché différent. Donc, pour faire un petit rappel, les péchés, nous avons le péché de la colère, envie, gourmandise. C'est qui déjà la gourmandise? Ah, oui. La paresse. J'ai dit l'envie. Je sais plus si j'ai dit l'envie. En tout cas. L'avarice. L'orgueil. Est-ce que j'ai dit tous mes personnages? Je pense que j'ai pas mal tout dit. Ouais, c'est tout moi ça. Oubliez totalement que j'en ai dit un. Donc, c'est ça pour Seven Deadly Sins. Oh, et un petit rappel aussi. Probablement certains ne vont pas vraiment entrer en profondeur dans l'histoire dans la première saison. En tout cas, moi j'ai rentré tout de suite, c'est sûr. Mais si quand même les personnages vous intéressent et que la dynamique entre eux vous plaise, attendez quand même à la saison 2. J'imagine que c'est pas mal à la saison 2 où que les choses rentrent dedans et on a un ennemi quand même beaucoup plus puissant à combattre. Bon, c'est ça pour Seven Deadly Sins. Foncez, écoutez ça ou lisez ça, ça vaut vraiment la peine. Ah, et j'avais oublié de repréciser aussi que les shonen c'est pour garçons. Donc le personnage principal c'est souvent un garçon. D'où le personnage de Meliodas ici. Quoique Elisabeth est quand même aussi importante. Donc voilà pour Seven Deadly Sins. On enchaîne ensuite avec un manga qui fait ressortir ma passion pour l'Égypte ancienne, nommé Im, donc The Great Priestess Imhotep. Donc en gros, en français, c'est le grand prêtre Imhotep. Et lui, c'est un côté historique, mais en même temps de la magie. Parce qu'il y a une part qui se passe en ancienne Égypte, puis l'autre part, on arrive à Tokyo, qui est au Japon. Donc, je vous lis ça. Sinon, particulièrement, les dessins sont vraiment beaux. C'est écrit par Makoto Marishita et c'est de Kaon Édition. Et il n'y a rien sur les images. Quoi qu'il y a une petite image trop cute ici. Et derrière aussi, c'est encore une petite BD. Ah, ici aussi, c'est vraiment beau. Bon, je vous lis ça. Depuis qu'elle est toute petite, Inami n'a aucun ami. À l'école, on l'a dit maudite. Et pour cause, chaque son qui sort de sa bouche se transforme en flamme mortelle. Alors qu'elle rentre comme d'habitude chez elle sans avoir parlé à qui que ce soit de la journée, elle tombe sur un étrange garçon en pleine cavale dans les rues de Tokyo. Elle lui propose de l'héberger avant de découvrir qu'elle a devant elle rien de moins qu'Imhotep, le plus grand prêtre sorcier de l'Égypte ancienne. Malgré ses arts d'adolescent, il cache d'immenses pouvoirs, si grands qu'il s'est attiré la colère des dieux. Considéré comme le pire criminel de tous les temps, il a été condamné à un sommeil artificiel. Mais 3000 ans plus tard, le monde est à nouveau menacé par les Magai, des démons maléfiques et les geôliers d'Im n'ont d'autre choix que de faire appel à lui pour régler le problème. Imhotep, qui voue une haine profonde à ces créatures, ne se fait pas prier pour les éliminer, en commençant par celle qui avait pris possession du corps d'Inomi. Réunie par le destin, Im et la jeune fille se lancent dans un combat sans pitié, avec pour le mage une chance de trouver la rédemption au bout du chemin. Combat de titans, magie, mystère, Im vous fera découvrir l'Égypte ancienne sur un tout autre jour. Que cache le sombre passé d'Imhotep, prêt à la fois vénéré et rejeté de tous. Maudit par les siens, il a déjà connu l'enfer. Dieu aux démons, plus rien ne l'arrêtera. Bon, déjà, wow! Déjà, juste le résumé, ça te fait rentrer dans l'histoire tout de suite.
principalement parce que t'es fan d'Égypte, parce que c'est mon cas. Et ben en fait, tout concernant l'Égypte, ça va me plaire. D'ailleurs, j'en ai un autre dans les CNN que ça se passe en Égypte, justement. Celui-là n'a pas d'anime non plus, mais j'aimerais vraiment ça qu'il y en ait un. Donc, ouais, c'est vraiment beau. T'as plein de petites références à l'Égypte. Ouais, ça permet d'en apprendre plus sur cette culture vraiment géniale. Donc, c'est ça pour Im. Allez le lire si vous êtes une fan dingue de l'Égypte ancienne. Ok. Voilà. Ensuite, avec... Ah, ouais, ok. C'est... Comment expliquer ça? C'est des mangas basés sur un jeu vidéo. Donc, un jeu vidéo qu'on a décidé d'écrire un manga avec l'histoire principale du jeu. On a commencé par ces deux-là. Alors oui, les fans de cette série vont probablement crier de joie en découvrant ça, parce que peut-être que vous savez pas que ça existe. The Legend of Zelda en manga. Donc c'est tout simplement le manga où il raconte l'histoire du jeu. Et vous serez étonnés, Link parle! Je vous jure, Link parle! Je vais vous en montrer un bout, là. Vénérable Abremojo, pourquoi suis-je différente de tous les autres? Donc tu vois dans la case où que c'est genre lui qui parle, là. Non mais quand même, Link qui parle! Pour ceux qui connaissent pas Legend of Zelda, en temps normal dans le jeu, Link ne parle pas parce que son doubleur, qui avait choisi, il est décédé alors qu'il avait juste enregistré les Bon, ok, je l'imite pas vraiment, mais bon, vous avez compris, là. Donc, les deux que j'ai dans les mains, c'est tout simplement le jeu Ocarina of Time, quand que lui est jeune et quand il est adulte. Donc voilà le 1 et le 2. Donc c'est ça. Et j'ai constaté aussi qu'il y a des petites variantes avec le jeu. C'est écrit par Akira Himekawa et c'est de Soleil Manga aussi. Donc ça c'est pour Ocarina of Time. J'en ai juste un autre. J'ai aussi Majora's Mask. Qui est aussi de Soleil Manga et de la même auteur. Et c'est ça qui a l'air en arrière. Tout chou quand il est en mojo. Bon, je peux quand même vous lire ce qu'il y a en arrière. Pour ceux qui se poseraient des questions depuis le début, qu'est-ce que c'est? Après avoir trouvé Excalibur... Ok, désolé, c'est Master Sword pour moi. Ou l'épée légendaire. Mais pas Excalibur. Désolé, c'est pas ça Excalibur. Link se retrouve plongé dans un sommeil de 7 ans. 7 ans. À son réveil, rien n'est plus comme avant. La terre d'Hyrule tout entière est envahie par le pouvoir maléfique de Ganondorf. Pour contrer le mal, Link se dirige vers les temples de la forêt et du feu où il espère trouver l'aide des sages. Ah, ok. Ou c'est juste l'histoire séparée en deux. Lors de sa quête pour délivrer les sages, Link tombe dans un piège machiavélique et doit faire face à 2 horribles sorcières. Zelda tente de l'aider, mais elle est capturée et emmenée au château de Ganondorf. Le temps presse pour Link s'il veut revoir la princesse. Ouais, c'est tout simplement l'histoire séparée en deux, en fait. Ils ont juste dit, bah tiens, celui-là, je vais le mettre bleu avec Link enfant, puis celui-là, je vais le mettre rouge avec Link adulte dessus. C'est pas mal ça. Et pour Majora's Mask, qui est le jeu qui se passe après Ocarina of Time, c'est une suite, en fait. Bah, déjà, les beaux dessins. Wow. Donc, Link, à la recherche de Navi, sa fille dont il a été séparé lors de son dernier combat contre Ganondorf, donc dans la fin d'Ocarina of Time, croise le chemin d'un curieux personnage masqué nommé Skull Kid. Ce dernier, sous l'emprise des pouvoirs de son masque, risque de provoquer la destruction du monde. Link parviendra-t-il à stopper ce fléau? Donc en gros, comment ça marche, c'est que t'as juste 3 jours pour essayer de sauver le monde. Donc, il y a la possibilité de retourner dans le temps. Donc, t'es toujours pogné en train de retourner dans le temps. Genre, quand tu fais tes temples, tu fais ton temple tranquillement, parce que t'as moyen de ralentir le temps. Et ensuite, quand t'as fini, tu vas porter tes rubis. Et ensuite, tu retournes dans le passé pour faire le prochain temple.
c'est pas mal ça. Il y a 4 temples dans Majora's Mask, puis ça permet de réveiller des géants qui vont... Bon, déjà, pour vous expliquer un peu ce qui se passe, vous voyez la lune? Eh bien, cette lune va tomber sur le village, provoquant ainsi, en quelque sorte, la fête du monde. Donc, à chaque fois qu'il va faire un temple, il va réveiller un espèce de gardien, et ce gardien, il va retenir la lune. Et ainsi, sauver tout le monde. Ben, en même temps, je me dis, c'est pas vraiment un spoil, c'est un peu évident. C'est un peu évident avec les informations qu'on a. La lune est en train de tomber, tu vas réveiller chaque géant, donc j'imagine que c'est un peu évident que les géants vont retenir la lune, comme ça, elle va pas s'écraser sur la Terre. C'est un peu évident. Bon. C'est presque ça pour Zelda. Sinon, chaque opus a été mis en manga, donc j'imagine qu'éventuellement il va en avoir un de Breath of the Wild. Mais sinon, je pense que c'est le seul qui en a pas. Mais bon, ce que j'ai, c'est juste ces deux-là. Et il y a aussi Twilight Princess qu'on peut aller chercher à l'imaginaire, que j'ai hâte de lire en fait, parce que... Oui, j'aime bien Twilight Princess. Non, je pourrais pas dire si c'est mon préféré ou non. Il y en a plusieurs que je préfère. Donc, on passe au prochain. On embarque avec mon anime préféré / nostalgie. Celui-là, c'est ma soeur qui me l'a montré. C'est même le tout premier anime que j'ai vu de ma vie. Je me souviens, elle m'avait emmené dans sa chambre, assis à côté d'elle, et elle m'avait fait écouter le premier épisode de Fairy Tail. Le manga que je vais vous parler, en anglais. Et à partir de là, ça a été le déclic. Je me suis intéressée aux animes à partir de ce moment-là. Donc, je vais vous montrer le manga principal, parce qu'il y a quand même eu plein d'hors-séries, une suite. Donc, voilà de quoi ça a l'air pour Fairy Tail. Nous avons les 3 personnages principaux, Lucy, Natsu et Happy, l'animal mascotte habituellement qu'on voit. Donc, c'est ça. Comme je vous dis, il y a un anime de ça et qui finit. Oh, super image. Donc, voilà, c'est quoi l'histoire? Les guildes magiques sont des associations qui proposent différentes tâches aux magiciens, allant de la recherche d'un objet au règlement de compte le plus brutal. Lucy, une jeune fille, rêve d'intégrer une de ces guildes. Un jour, elle rencontre Natsu, un magicien maîtrisant le feu. Ce dernier l'invite alors à rejoindre sa guilde. Quoique c'est aussi dit que son rêve de plus cher, c'est rejoindre la guilde de Fairy Tail. Il s'agit de la célèbre Fairy Tail, le sujet de tous les rêves de Lucy, justement, c'est dit après. Mais la guilde de Fairy Tail est bien mystérieuse et semble être à l'origine de nombreux scandales. Oh oui! C'est créé par le célèbre Hiro Mashima et c'est de Pika Édition aussi. Donc, le premier manga / et chaque épisode 1, c'est pas mal au niveau de la rencontre de Natsu et Lucie, et c'est à partir de l'épisode 2 que leur histoire, que leur mission avec la guilde, ça commence. Et ben, au début, c'est pas mal des missions routinières avec son équipe, et on introduit les personnages de la guilde un petit peu par-ci peu. Et à mesure des arcs, ils ont des missions plus importantes et affronter des ennemis beaucoup plus importants. Bref, cette histoire, je l'adore. Comme je l'ai dit, ça a été mon tout premier anime. Anime japonais dans ma vie. Donc ça, pour l'histoire normale, il y en a une 60aine de mangas. C'est... Je veux dire, pour être honnête avec vous, c'est pas une série qui en compte beaucoup. Je veux dire, One Piece sont comme rendus quasiment à 100 tomes, donc ça, c'est pour la première série de Fairy Tail. Il y a une deuxième série après. Donc, oui, pour vous mentir, c'est fini. Et sa suite est uniquement en manga. Et il s'agit de la quête de Santa. Qu'est-ce que c'est la quête de Santa? On la mentionne à un moment donné dans la première histoire. C'est simplement une quête vraiment difficile que seulement les mages de rang S sont capables de faire. Quoique... S'il finit par aller la faire, ça veut dire qu'ils ont le niveau nécessaire.
Maintenant, qu'est-ce qu'on a vécu dans l'autre, c'est pas peu dire. Donc, c'est toujours par Hiro Mashima, mais c'est quelqu'un d'autre qui fait les dessins. Donc, c'est Atsuyo Ueda. Désolée si je massacre ton nom, mais probablement que tu ne vas pas me comprendre. Donc, c'est tout simplement notre équipe habituelle. Happy, Lucy, Natsu, et ça, c'est d'autres personnages qu'on va voir dans la série principale. Ici, on a Erza, où que sa magie, c'est de se faire apparaître des armes et des armures. Grey, sa magie, c'est de faire apparaître de la glace. Et Wendy, ma personnage préférée, que elle, c'est le vent. Elle a à peu près une magie semblable à celle de Natsu, que je vais pas vous spoiler, que c'est quoi sa magie exactement. Et on a aussi Carla, qui est ce qu'on appelle l'excide de Wendy. Vous allez comprendre dans l'arc qu'on parle de ça, d'où ça vient et tout ça. Sinon, pour la quête de 100 ans, il... Ah, c'est quoi? Je vais vous le lire. Une nouvelle aventure commence pour Fairy Tail. Natsu, Lucy et Happy et leurs compagnons décident de relever le défi de la fameuse et inachevée quête de 100 ans, soumise par le mage fondateur de la guilde originelle, la première d'entre toutes. Sur un continent totalement inconnu, donc ils vont complètement aller sur un tout nouveau continent, je dis qu'on n'a jamais vu, nouveau pour nous, genre. Nos héros vont découvrir une ville étrange, des dieux surprenants et de terribles rivaux. Retrouvez la fabuleuse histoire de Fairy Tail où vous l'avez laissée. Donc déjà, juste cette phrase, c'est vraiment cool. Pour les dessins en dessous, c'est pas mal en bref. Mais c'est quand même de vraiment beaux dessins. Bon, ensuite, dans les spin-offs, que ça s'appelle de même, avant que je vous en parle, ils ont aussi écrit des romans. Pour vous montrer, là. Faut pas que ça tombe. Si je peux l'ouvrir. Et voilà, c'est littéralement un roman. Et ça s'intitule Les couleurs du cœur. Qu'est-ce qui se passe déjà? Extravagant, exubérant, impétueux, d'une puissance démesurée, tout le monde a déjà entendu parler de cette guilde de magiciens tout simplement extraordinaire, son nom, Fairy Tail. Un matin, lorsque Lucy arrive à la guilde, comme tous les jours, Natsu lui propose de partir en mission. Ce sont les Excides qui les appellent à l'aide. Pourtant... Bon, si je continue à lire, ça va vous spoiler un peu sur la série principale. Trouvez les personnages de Fairy Tail dans une histoire totalement inédite. Natsu, Lucy, Happy, Grey, Erza et tous les autres mages vous attendent pour des aventures encore plus trépignantes. 6 chapitres bourrés de suspense et d'émotions illustrés par Hiro Mashima en personne. Accrochez-vous, c'est parti. Illustré? Y a-tu des images? Ah. Bah oui, il y a une image ici. Mais ça reste quand même un roman. Il y en a eu 3 des mangas, des romans. Je sais plus ça s'ils l'ont mis dans l'anime. En tout cas, le deuxième, la créature mystérieuse, est dans l'anime. C'est ça. Pour les autres spin-offs. Bon, j'ai pas tous les spin-offs, mais j'en ai quelques-uns. Commencer avec Fairy Tail Blue Mistral. Que c'est une série qui est concentrée uniquement sur le personnage de Wendy, d'où le fait que je l'ai acheté parce que c'est mon personnage préféré. Et en même temps, les designs sont un petit peu différents parce que c'est écrit par Rui Watanabe. Donc, les dessins sont un peu différents. Donc, si on veut comparer, là, c'est pas les mêmes dessins. Donc, c'est tout simplement une mission en solo qui est confiée à Wendy, puis il lui arrive des affaires. Que je peux pas vraiment vous dire, parce que ça vous spoil un peu dans la première série. Dans la série mère, comme on pourrait dire. C'est un spin-off. C'est aussi de Pika Édition. C'est pas mal tout de Pika Édition, en fait. Sauf, non, le roman aussi. Donc ça, c'est pour Blue Mistral. Pour continuer dans les séries
dans les spin-offs concentrés sur un personnage. T'as aussi un spin-off de Grey qui montre quand il était petit, donc son histoire quand il est petit. Il y a aussi un spin-off de 2 autres personnages de Stig et Rogue, si ça vous dit quelque chose. Et aussi de Livy et Gadget, qui sont d'autres personnages. Stig et Rogue sont des personnages d'une autre guilde, qui rencontrent plus tard dans la série. Et Livy et Gadget sont de leur guilde. Donc ça montre un peu ce qui se passe, parce qu'à un moment donné, il y a comme un saut de 1 an. Oui, certes, il y a un saut de 7 ans et il y a un saut de 1 an, vous comprendrez pourquoi. Mais après le saut de 1 an, ils sont genre séparés de vue et ils ont fait d'autres professions à ce moment-là. Donc ça raconte un peu ce qui se passe. Je pense qu'il n'y a pas d'autre chose dans les autres spin-offs que j'ai pas. Dans ce que j'ai, j'ai Fairy Girls qui se concentre sur des petites histoires entre qui passent aux 5 filles de Fairy Tail. Il n'y en a pas une autre. Non, c'est pas mal ces quatre-là. Donc, Lucy, Wendy, Erza et une que je vous ai pas encore parlé, Jubia, que son pouvoir c'est tout simplement la pluie, l'eau, c'est une hydrokinésiste en fait. Donc il y a 4 volumes, j'en ai juste lu 2. Ils sont pas mal assez drôles, c'est... Comme je dis, c'est des petites histoires séparées, les 4 filles ensemble. Et c'est pas mal beau aussi. Donc, vous, par exemple, vous lisez la série mère et vous avez vraiment trippé. Donc, oui, vous permettre de lire des spin-offs. Bon, ça, c'est pour Fairy Girls. Et le dernier que j'ai, c'est Fairy Tail City Heroes. Que c'est tout simplement un spin-off où qui sont des policiers, en fait. Ok, non, ça vous spoil pas trop. Ici, les membres de Fairy Tail faisaient régner la justice en ville. La nouvelle recrue Lucy est affectée au sein de la Team Fairy Tail, donc ça prend un peu les bases de la série. Unité spéciale de la police magique de Magnolia, donc c'est quand même la magie. Avec les membres de ce groupe au premier rang duquel se trouve Natsu, toujours prêt à foncer sans réfléchir. Ouais, ça change pas. Elle va devoir protéger la ville de Fioré. Ouais. Ok, ouais. La ville, c'est Magnolia, il dit la ville de Fioré, bon, la ville du pays de Fioré, parce que le pays où ils vivent, c'est Fioré, justement. Des malfaiteurs tels que des gangs de bikers, un stalker, des braqueurs de banque ou des voleurs tous plus dangereux les uns que les autres. Retrouvez vos héros favoris de Fairy Tail dans une nouvelle aventure explosive. Donc, des policiers. Pas plus compliqué que ça. Et moi, j'ai quand même une véritable passion pour les policiers mélangés avec du surnaturel, donc évidemment, ça ne peut que me plaire. Je vais être honnête avec vous, je l'ai pas encore lu. Mais j'ai vraiment hâte. Mais je vais me concentrer sur mes livres que j'ai pris à la bibliothèque. Ça, quand j'en aurais pu, je vais pouvoir me concentrer sur ça. Bon, ce qui conclut Fairy Tail et les shonen, on se retrouve après pour les seinen. Bon, cette section va être courte parce que j'en ai juste 2. On va commencer par celui-là. Vous vous rappelez quand je vais parler qu'il y avait un autre manga qui se passe en Égypte? Eh ben c'est celui-là. C'est Reine d'Égypte. Donc vous vous souvenez un peu, qu'est-ce que j'avais dit pour les seinen? C'est un côté peut-être plus mature. On explore plus de choses que nécessairement des combats, de l'amitié et tout ça. Principalement dans celui-là, on en voit des choses. Donc, de quoi ça a l'air? Donc oui, on est clairement à l'époque de l'Égypte ancienne, tout ça. Et ça nous montre quand même plusieurs choses de l'époque. L'auteur s'est quand même bien renseigné. Ah, et aussi, pour vous dire, les seinen sont un petit peu plus chers. Ils sont 14 et 25. Ici, en tout cas. $. Donc, ils sont aussi un petit peu plus gros, donc nécessairement un petit peu plus cher. Est-ce que lui... Non, l'autre est à 13. Donc, j'oublie ça. C'est le début d'une nouvelle ère dans l'Égypte des pharaons. Le mariage de la jeune Hatshepsut et de son demi-frère Séti, déjà. Ok. Comparativement à l'autre, à He's a Beast,
la mère de la fille et le père du gars se sont remarqués. Ils ont aucun lien de sang. Dans ce cas-ci, ils ont le même père. Et ça, c'est dégueulasse. Bah déjà, c'est un mariage arrangé, donc c'est encore plus dégueulasse. Séti fait de ce dernier l'héritier légitime du trône sous le nom de Thutmose II. Représentant des dieux sur terre, il resplendit sur leur parure et forme à première vue un couple parfait. Ouais, mon œil. Seulement sous ses airs dépossédéades, Hatshepsut cache une colère profonde. Elle ne veut pas être simple reine, mais plutôt devenir pharaon elle-même, comme son guerrier de frère. Guerrier de père. Mais bon, pour vous dire un peu la connaissance générale, Hatshepsut, ça a été la première reine d'Égypte, mais la première pharaon. Donc, c'est un peu d'elle que Cléopâtre s'est inspirée, en fait. Ben, je pense. En tout cas, ça a été la première. La première en tant que pharaon. Ensuite, il y a eu Néfertiti, Nefertari probablement, et Cléopâtre. Enfin, elle ne cessait d'humilier Séti au combat à l'épée et elle était imbattable au tir à l'arc. Bon, déjà, elle est différente des autres filles de son âge à cette époque-là, c'est sûr. Pourquoi ne serait-elle pas digne d'accéder au rang suprême juste parce qu'elle est née femme? Oui, t'as quand même une notion de féministe là-dedans aussi, à une époque comme celle-là. C'est vraiment intéressant. Pour Hatshepsut, commence alors un combat pour s'affranchir des conventions ancestrales d'une des plus grandes civilisations du monde. L'Égypte ancienne revisitait à travers les yeux d'Hatshepsut, la première grande reine de l'histoire de l'humanité. Reine d'Égypte n'est pas seulement un régal pour les yeux, c'est aussi une fresque historique minutieusement documentée sur le combat d'une femme trop libre pour son époque. Son charisme, son intelligence et sa volonté sans faille sont ses meilleurs atouts. Mais suffiront-ils à provoquer une révolution au pays des dieux? Sinon, c'est écrit par Chi Inodo et c'est de Kion Kizuna. Parce que moi qui capote sur l'Égypte ancienne, j'ai vraiment adoré son manga et on est vraiment plongé dedans, c'est vraiment le fun. Parce que c'est une femme forte, je suis sûre que vous allez l'adorer. Et je pense qu'il y a 6 ou 7 tomes de sortie. Et puis les dessins sont vraiment beaux. Déjà, regardez-moi ça. Oh, mais par contre, les petits dessins à côté, c'est vraiment chou. Alors, ici, là. C'est Hathor? Ah, ben oui, c'est Hathor. Qu'est-ce qui me fait penser à ça? C'est déjà parce qu'elle a une tête de vache et aussi ce symbole-là. Le cercle solaire entre ses cornes. Voilà, c'est pas plus compliqué pour deviner que c'est Hathor. Donc, ouais, c'est bon. Vraiment, je vous le recommande pour ceux qui sont fans de l'Égypte ancienne. Donc, on passe au prochain et au dernier. Bon, ok, celui-là, je l'ai adoré. Et j'ai quasiment toute la série. Il me reste, je pense, 3 tomes. C'est vraiment malade. Donc, c'est une série de vampires. Ben, pas vraiment vampires comme qu'on les connaît. C'est une toute nouvelle manière de voir les vampires. Donc, c'est Devil's Slime. Et déjà, juste le gars, il est comme wow! Et c'est écrit par Ryo Hanada. Et c'est de l'édition Kana. Donc, ouais, il n'y a pas vraiment de synopsis. Je vais vous essayer de le raconter mieux que je peux, là. Sinon, il est écrit « Le démon est humain, l'homme est démon. Il est là, dans la foule, il m'observe en permanence. » Ouais, j'avoue, ça faisait un peu référence avec le début. En fait, tout simplement, la fille, c'est Tsukasa, je pense, qui étudie à l'université, donc elle fait pas mal sa vie d'étudiante comme les autres, jusqu'à ce qu'elle rencontre lui, Yuki Anzai, qui est un policier. Bah, en fait, un policier mi-vampire, mi-humain. Bon, déjà, vampire humain, ça titille dans ma tête. Et ouais, c'est vraiment le côté fantastique de la chose, parce que c'est pas comme le vampire Edward que tout le monde aime. Ou pas. C'est vrai, il y a vraiment un côté
vraiment monstre dans sa transformation de vampire, mais a réussi à tomber amoureux de lui pareil. C'est vraiment quelqu'un de génial. Et il fait vraiment de son mieux pour faire le bien. Et ben sinon, au premier épisode où tombe, c'est pas mal la rencontre des deux. Il y a quelqu'un qui arrête puis qu'on revoit plus le reste de l'histoire. Ah, j'ai oublié de vous dire, c'est un anime aussi. Qui s'arrête au tome 8. Donc moi qui s'arrête au tome 7 et moi j'ai poursuivi la lecture avec le tome 8. Ouais, quand je vous dis le côté vraiment plus mature, on est vraiment dedans. Bah déjà, la fille est à l'université et non au lycée, donc elle a quand même upgradé. Et t'as vraiment un côté racisme dans l'histoire que les humains ont envers les vampires dès qu'ils apprennent leur existence. C'est vraiment horrible comment ils les traitent. Et ils pensent que tous les vampires sont méchants, qui veulent juste boire le sang de leurs victimes, qui ont pas d'âme. Mais en fait, c'est pas vrai. Les vampires vivent quasiment comme des humains, et c'est juste qu'il faut qu'ils se nourrissent avec du sang. Ouais, non, les humains peuvent vraiment être peuvent vraiment être méchants quand ils veulent. Et alors quand on y pense, que certaines créatures pourraient asservir les humains, mais là c'est totalement le contraire. Il y a moins de vampires que d'humains, et les humains, tout ce qu'ils veulent, c'est de les exterminer. Il y a des bons humains comme Tsukasa justement qui se bat pour les droits des vampires justement. En tout cas, c'est vraiment bon. Moi j'ai vraiment aimé le côté qu'on montrait sous genre, bon, je dis pas que j'aime ça, le racisme. En tout cas, vous m'avez compris que j'aime qu'on exploite le thème du racisme envers les vampires. Vous avez compris ce que je voulais dire. Bon, oui. Et sérieux, c'est bon. Sous-estimez pas cette histoire parce que c'est moi qui vous le propose et qu'il y a des vampires. T'as vraiment un côté mature dans l'histoire. Et bon, c'est vrai, il y a une romance. C'est vrai. Mais je dois avouer que on n'est pas totalement concentré sur la romance. Il y a aussi le complot avec la police et tout ça. Non, sérieux, c'est bon. Allez le voir ou le lire. Sérieusement. Oui, je pense à vous, les amis. Ma gang d'amis, ils vont se reconnaître. Je suis sûre qu'avec avec de la bonne volonté et juste une petite action de votre doigt pour partir sur Play, et je suis sûre que vous allez aimer ça. Oui, c'est vrai, probablement que la romance, c'est pas ce que vous recherchez dans une histoire. Ben, comme je viens de le dire, ils sont pas vraiment concentrés sur l'histoire, sur la romance. Donc, vraiment, allez lire ça. Juste pour voir le côté mature au niveau du racisme et tout ça. Vraiment. Et qu'est-ce que j'aime aussi là-dedans, c'est que, ben déjà, il y a une manière revisiter du mythe du vampire, que là-dedans, tu ne deviens pas vampire en te faisant mordre. Tu nais vampire. Genre, je veux dire, vampire, c'est vraiment une race comme les loups-garous. Bon, oui, il y a un côté que tu peux devenir loup-garou quand tu te fais mordre. Mais non, c'est vraiment une race comme les nains. Tu nais nain ou tu nais elfe, ben c'est le même principe. Tu nais vampire, tu nais de deux parents vampires ou tu nais d'un père vampire et d'une mère humaine. C'est ce qui est arrivé pour lui. Ouais, c'est sûr que quand tu dis que pour les demi-vampires, demi-humains, c'est un peu compliqué parce que en même temps, pendant un temps, ça a été illégal les relations sexuelles entre vampires et humains, parce que justement, je pense que ça arrive que que le vampire tue son humain ou... J'ai un peu compris le principe. Mais sérieux, on exploite vraiment des choses profondes là-dedans et pas juste des vampires et de la romance. Donc voilà. Allez lire ça, je vous le recommande. Ben, maintenant, tous les mangas que je vous ai parlé, je vous les recommande tous. J'imagine que vous allez pas mal me trouver
ce qui vous intéresse et remplissez votre petit carnet. Bon, qui sait, peut-être que vous allez tous aimer les livres que je vous ai parlé. Ou pas. En tout cas, c'est ce qui conclut la section manga. On enchaîne avec la mention spéciale. Bon, pour la dernière partie de cette vidéo, je vais vous parler de la mention spéciale BD, genre BD tout simplement normal en fait, d'une BD que j'ai découvert quand j'étais au primaire et j'ai pas lâché depuis. C'est vraiment ma BD préférée. Il n'y a pas d'autres BD. Bon, évidemment, il y a Donjon Nalbuck que j'ai bien aimé, mais celle-là, il y a un côté nostalgie aussi. Et la nostalgie peut gagner des points. J'ai nommé Papyrus. Le premier tome, c'est La momie engloutie. Et comme on voit derrière, il y a eu beaucoup de tomes. Et ça s'arrête pas là. Il y a plusieurs tomes. Il y a d'autres tomes qui sont sortis. Et bon, il n'y a pas de synopsis, donc je vais vous raconter pas mal ce qui se passe. Lui, il s'appelle Papyrus. Et à côté, on a la princesse Téti-Chéri, qui est la fille de Pharaon. Et il y a une série télé de ça, mais bon, on va dire que la BD est mieux, en fait. Bah déjà, juste les images. Regardez-moi les images. Parce que moi, bon, je vous avoue, pour la qualité, je me suis pas trop intéressée. J'étais plus intéressée à l'histoire. Mais quand même. Waouh! Bon, c'est sûr que là, ça commence quand ils sont jeunes, là. C'est à partir de la deuxième BD qu'on les voit plus vieux, genre comment ils ont l'air ici, là. En fait, c'est juste les circonstances à leur rencontre, en fait. Et ben, c'est de là ils vivent des aventures. Papyrus, et je pense que... Je me souviens plus trop, je pense que c'est le garde de la princesse, puis des aventures, ils vont un peu partout. Et j'ai eu quelques coups de cœur depuis que je l'ai vu. Depuis que je l'ai relu pour la première fois. Je vais aller chercher mes autres exemplaires, puis je vais vous dire ça. J'avais oublié de vous dire que c'était écrit par Jitier. Bon, j'ai jamais su vraiment c'était qui. Et c'est des éditions Depuis. Donc, j'ai pas mal plusieurs tomes. J'ai aussi le tome 26, Le Masque d'Horus. Ensuite, Le Taureau de Montou, qui est le 32. J'ai l'Oracle 30. Bah, déjà, les pages couvertures sont vraiment jolies. 29. L'île de la Reine Morte. Déjà, Burk la bibite. Et, ça c'est un de mes coups de cœur. 27, La Fureur des Dieux. Donc oui, non, c'est pas mal les premiers où on voit les BD dans l'endos comme ça. Mais bon, ici, j'ai la liste. Sinon, il y a La prisonnière de Settman, que je vais vous laisser l'image ici, que ça a été mon premier coup de cœur. Le talisman de la Grande Pyramide, c'était aussi un de mes coups de cœur. Je vous laisse l'image ici. Et... bon, évidemment... ah, ok. Ici, il y en a un peu plus. Et Les Enfants d'Isis, c'est nécessairement mon préféré parce que c'est dans celui-là que la romance entre les deux commence enfin. Et c'est quand même le 28e tome. Il était temps qu'elle arrive, la romance. Ben oui, mes préférés commencent le 21, Le Talisman de la Grande Pyramide. 22, La Prisonnière de Settman. 27, La Fureur des Dieux. 28, Les Enfants d'Isis. Et je pense que c'est tout dans mes préférés.
Oui, et ça nous permet aussi d'explorer pas mal tout... plein d'endroits dans l'Égypte. Forcément, lui, la vengeance des Ramsès, c'est au temple d'Abou Simbel. Ouais, comme ça, il y a plusieurs endroits où on connaît. Ça se passe. Il y a aussi certains tombes qui se passent genre en Grèce, comme par exemple le labyrinthe ici, qui fait référence à la légende du Minotaure avec le fil d'Ariane et tout ça. Les Cyclopes aussi, ça a leur rapport aussi avec la Grèce. Et finalement, et aussi Toutankhamon, qui... Je pense que c'est un flashback où il retourne dans le passé et il voit l'histoire de Toutankhamon devant eux. Donc, ouais. C'est décidément une BD que je vous recommande. Sérieusement, je l'ai découvert au primaire et je l'ai plus jamais lâché. Et comme c'est long de s'acheter toutes les exemplaires d'une série en BD, donc j'en ai quand même beaucoup, mais j'en ai juste une seule de mon coup de cœur. C'est un peu triste en fait. Mais c'est sûr que les prochains, je vais acheter le Talisman de la Grande Pyramide, la Prisonnière de Sekhmet, mais surtout les Enfants d'Isis. Ben, maintenant, c'est là-dedans que le roman s'est introduit, donc évidemment que c'est un de mes préférés. Bon, c'est pas mal ça pour Papyrus. Allez lire ça si vous êtes des grands fans de l'Égypte, encore une fois, et les BD. Ouais, si vous êtes plus BD que roman, ben cette série est faite pour vous. Donc, ouais. Espérant que vous avez apprécié, je vous invite à laisser un commentaire, à liker la vidéo et abonnez-vous. C'était John Aria et compagnie et je vous souhaite une bonne journée.